Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous avez tout bien dégusté votre déjeuner. Je suis conscient du rôle périlleux qui est le mien de présider un panel après le déjeuner, quand le ventre sont plein et les paupières ont tendance à être lourdes. Mais on essayait parce que le sujet de cette panel est très important sur les mutations de l'arbitrage international en Afrique. À ce jour, 44 États membres africains ont ratifié la Convention CERDI, tandis que 36 de 500 pays africains ont ratifié la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales. Plus de 3/4 de pays africains ont adopté une loi moderne sur l'investissement et envisagent, dans la plupart des cas, un arbitrage international comme recours pour les investisseurs. Après un demi-siècle d'évolution et les changements survenus en Afrique, je note aussi que les affaires sur le CERDI ont également impliqué de nombreux États africains. Cependant, malgré cette implication accrue, les nominations des Africains en tant qu'arbitres restent encore rares. Le système n'encourage pas non plus les jeunes arbitres. À cause de cette difficulté, l'Union africaine est particulièrement concernée et attentive à l'égard de mutations en cours du système. Concernant les mutations annoncées à propos du règlement de différends internationaux, l'Union africaine participe à la procédure de l'amendement du CERDI. À cet égard, l'Union africaine va organiser aussi une conférence avec le groupe africain des représentants permanents à New York pour discuter de réformes favorables aux intérêts africains avant la prochaine session de Commission des Nations Unies pour le droit commerce international. Il importe également pour nous de promouvoir l'utilisation de nos centres arbitraux en Afrique, le cours commun de justice et de l'arbitrage, le centre du Caire pour l'arbitrage commercial international, le centre d'arbitrage international de Kigali et autres centres d'arbitrage dans notre continent. Avec cette remarque, je donne la parole pour Monsieur Jean-Baptiste Hadlimana, avocat au bureau de notre président de l'Académie africaine de la pratique de droit international, qui fera son intervention sur le sujet business, arbitrage et droits de l'homme vers une nouvelle frontière de l'arbitrage international. Monsieur Jean-Baptiste, vous avez exactement 15 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame l'Ambassadeur. Merci d'abord d'être venu pour cette amitié. On avait fait très difficile pour les réunions diplomates de l'Union africaine. Sans trop tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. D'abord, j'ai choisi ce thème juste pour rendre hommage à Stéphane Doumbé-Bilé, avec qui nous étions en octobre dernier en Tunisie. On a eu un débat assez intense sur les questions arbitrage et droits de l'homme. Il a fait un débat assez animé sur la CEMAC et sa protection des droits de l'homme. Et il avait un projet, effectivement, sur les règlements différents sur les questions des biens culturels et droits de l'homme. Et il nous a quittés en janvier. Et c'était, en tout cas, dans ce panel, de lui faire aussi un hommage. La question d'arbitrage et droits de l'homme, c'est pas une question nouvelle, même si les droits de l'homme ne sont pas, en tout cas, le cadre normatif des traités d'investissement, mais c'est quand même une question qui revient tout le temps. J'ai même moi, il n'y a pas si longtemps, où j'étais à l'OMC, où les considérations non commerciales étaient débattues. La question environnementale était entrée sans trop de problèmes, la question de santé, mais d'autres perspectives,
n'était pas encore évident, notamment à la diversité culturelle qui est entrée tout récemment. Bon, chaque connaît bien évidemment cette problématique où les droits de l'homme ne sont pas la question essentielle de ces traités, mais ces 2 dernières années, on voit quand même une montée en puissance de ces questions et le débat, je pense qu'il va aller davantage vers cette problématique, pas nouvelle, mais de manière différente. Le contexte général, on sait, l'entreprise, c'est d'abord la propriété qui est protégée pour les entreprises. D'autres droits, des droits de l'homme, effectivement, sont aussi protégés, notamment la question de sécurité environnementale des peuples autochtones. Et le contexte a rendu impératif la mise en place des dispositions incitatives et normatives pour prendre en charge, en compte, cet équilibre droits de l'homme et commerce. C'est davantage les clauses des droits de l'homme qui sont aujourd'hui prises en considération comme outil pour relier les deux matières pour l'application des droits de l'homme et le commerce. Les recours fondés sur les droits de l'homme sont devenus de plus en plus importants, comme je le disais, tant dans le contexte d'arbitrage, d'investissement que dans les litiges commerciaux, même au droit pénal. Les nouvelles normes et la législation axées sur les droits de l'homme, l'environnement, le travail, la corruption sont apparues au fur et à mesure que le public et les juges, en général, ont pris conscience, souvent même contrés, pour prendre, en tout cas, ces questions. Les avocats, en général, ils ont pris aussi, sont très bien à ces questions, ils conseillent beaucoup d'États. On est souvent saisi, en ce qui me concerne, concernant les travailleurs qui travaillent en Afrique avec des entreprises qui ont des filiales en Afrique, comme ça doit être droit interne à l'entreprise, mais aussi d'autres considérations. Même si on saisit davantage aussi le prix d'homme, mais c'est quand même des questions qui sont en massive et qui sont en tout cas appelées à évoluer. Quelques exemples judiciaires que vous connaissez, juste pour rappeler, un topic historique, l'affaire Lafarge Cement Syria qui a été, c'est question de financement du terrorisme, la complicité. Vous savez, cette association et plaignants qui ont déposé la plainte et pour les activités en Syrie. Et ces derniers, effectivement, ont contribué à l'entraînement, en tout cas, des relations commerciales, contribué à l'entraînement des relations commerciales avec le groupe Daesh en Syrie et au financement du terrorisme, pendant aussi potentiellement complice de ces questions de crimes contre l'humanité. La première fois, l'affaire a été enregistrée. C'est la première fois qu'une affaire du C4 a été enregistrée. Et aujourd'hui, jusqu'en 2018, la mise en examen de la personne morale Lafarge pour violation d'un embargo et financement d'une entreprise, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, a été en tout cas débattue. Une deuxième affaire concerne, que vous avez connue, l'affaire Auchan et Rana Plaza, les pratiques commerciales trompeuses, où effectivement un plainte a aussi également été déposé, a été classé malheureusement sans suite, et le caractère trompeur n'a pas été en tout cas caractérisé. Et on a eu l'impression que cette affaire a comprimé le sentiment que, comme le venait, comme je disais, l'entreprise des droits de l'homme ne sont pas forcément de même registre, même intérêt. Mais par surprise, notre affaire, pas si longtemps, en 2018, concernant Samsung, Chine, Vietnam et Corée du Sud, pour les pratiques aussi commerciales trompeuses. La plainte a été déposée aussi en France. Une nouvelle plainte a été confirmée pour la compétence en France et a été reconnue responsable dans le cadre de la médiation entre entreprises de travailleurs malades en Corée du Sud. L'entreprise a indemnisé bien heureusement les anciens travailleurs malades ainsi que les familles travailleurs décédés. Un dernier exemple, c'est l'entreprise Shell qui a fait l'objet de nombreuses recours judiciaires parallèles en Afrique, en Hollande et partout. Il a été convoqué devant le point d'abord contact dans le cadre de la CDE. La convention de la CDE d'entreprises multinationales ont de plus de contacts qui établissent des médiations avec les entreprises. Et pour la pollution, d'abord avec des opérations industrielles et commerciales dans le delta du Niger. La procédure parallèle qui a été menée aussi en Afrique, je viendrai plus tard, devant la commission des droits de l'homme
des droits des peuples, qui a reçu le peuple Ogoni sur cette affaire-là, qui a rendu responsable de l'État du Niger, mais pas de l'entreprise, fait partie des questions, effectivement, qui aujourd'hui doit être peut-être rationalisée, mais avoir une lecture beaucoup plus cohérente. Donc, les procédures parallèles, ce sont pas anecdotiques, parce qu'aujourd'hui, c'est même une question qui est débattue aujourd'hui dans le cadre des formes de l'arbitrage RDI, qui sont parallèles, représentent dans ce cadre-là 40% des cas posés auprès de points de contact, surtout dans le cadre de l'OCDE. Ces lignes directrices de l'OCDE suivent en cas de procédure parallèle, notamment le fait que ces procédures ne peuvent pas être convoquées comme motif de refus d'un examen. Même si vous assistez à une autre juridiction, le fait que vous avez saisi une procédure de contact, ce n'est pas, en tout cas, un motif d'IRMA pour empêcher de prospérer une procédure. Il y a un dernier exemple concernant l'affaire Unoka, qui porte contre les actions commises en Maïmar, la construction d'une gazoduc par une filiale de la société Unokal. Le requérant Berman a effectivement invoqué la violation aux États-Unis, la société mère. Et la question qui a été évoquée notamment, c'est la question de voile social. Société mère, est-ce qu'il doit finalement être responsable, ou ils ont établi quand même des principes assez intéressants qui sont aujourd'hui pris en compte dans l'évolution dans certains pays en termes de prise en charge quand même des questions droits de l'homme, mais pas seulement. Il y a un autre élément important, la compétence extraterritoriale et le forum necessitas, qui sont également des formes où les droits de l'homme sont pris en compte. On sait que le droit de l'homme permet quand même une certaine extraterritorialité dans certaines violations des droits de l'homme. Bien évidemment, d'abord, les questions crimes contre l'humanité, ça peut être une compétence universelle, mais également, ça peut être d'autres compétences extraterritoriales décidées par l'État, même si l'exécution devient beaucoup plus complexe, mais l'État a son droit, un droit international. On a aussi une autre question de forme necessitas. Si, en tout cas, vous n'avez pas un autre forum, en tout cas pour vous protéger, que la nécessité, l'État peut décider, s'il le veut bien, en tout cas, la juridiction, de saisir l'affaire et de donner le droit au moins à la solution de cette affaire. On a eu un cas pas si longtemps en France où un travailleur nigérien avait venu avec un patron en France, il a profité pour fuir et le juge français a estimé qu'ils étaient compétents parce que cette forme nécessite pour protéger ce travail qui était en tout cas dans l'esclavage, plus ou moins. Ah oui, c'était à Nice avec les employeurs, son employeur, et aujourd'hui, ces questions sont à un autre niveau. J'ai évoqué le système des droits de l'homme, notamment les populations autochtones. Concernant le peuple ancestral, on a beaucoup d'affaires en Amérique latine, on a beaucoup d'affaires en Afrique. J'ai évoqué le peuple Ogoni et l'affaire Ondolis du Kenya qui a été rendue il n'y a pas si longtemps. Je vais aller vite. Les limites de ces procédures, les limites, c'est que l'exécution supranationale, d'abord, il y a des procédures, il faut épuiser le droit de recours, l'État accepte s'il n'a pas de questions diplomatiques sensibles. Je vois mal comment la France va attaquer l'Arabie Saoudite ou d'autres États. C'est une question aussi pas mineure, mais intérêt économique assez énorme. Donc, c'est pas si évident que la procédure prospère. La question dans l'arbitrage se pose également. J'ai mis une image, demandé comment vous motirez. Vous êtes lié par l'arbitrage. Bon, si vous avez signé un contrat ou un traité, effectivement, c'est une question. Et les choix sont nombreux, soit arbitrage négocié ou c'était juste pour une pause. Mais la question des choix de complexité se pose également de choix aujourd'hui. Les conciliations, ça, tout le monde connaît, c'est juste pour un point. J'ai mis une image qui montre un peu la galaxie, le mapping de ces procédures au niveau interne, au niveau supra-étatique, à l'arbitrage, et ça va en fonction de contenu normatif ou d'instruments qui lient ces entreprises. Et si on veut
saisir, effectivement, c'est pas si évident. Je parlais de la complexité pour effectivement montrer qu'il y a beaucoup de forums qui sont compétents et le choix, la stratégie judiciaire euh, n'est pas si évident. Euh, et les droits qui sont invoqués, comme je le soulignais tantôt, c'est l'environnement causé par les activités entrepreneuriales. Il y a aussi les questions effectivement de peuples autochtones avoisinants concernant notamment les affaires extractives qui sont nombreuses en Afrique, comme l'a montré le panel de l'avant-midi. Il y a la question aujourd'hui qui émerge, c'est vraiment le contrat dans les nouveaux traités d'investissement. Et c'est là où l'expertise des avocats est sollicitée. Dans ce écosystème, effectivement, il y a les principes des Nations Unies on les connaît depuis longtemps, qui ont émergé depuis 3 ans avec un instrument contraignant qui est en train d'élaborer, en tout cas à Genève, et qui n'est pas encore abouti, mais qui tiennent quand même de l'évolution de ces principes. Le devoir analogue des principes directeurs de l'OCDE sont également, en tout cas, davantage connus et ils sont appliqués au niveau de l'espace de l'OCDE, même au-delà, effectivement. Et là où je voulais arriver, c'est la rédaction, en tout cas, des clauses contractuelles qui contiennent les droits de l'homme. Et c'est ça la base, en fait, qui peut même amener à l'arbitrage. Et la question, au niveau en amont, il faut s'interroger comment on va les rédiger. Je sais qu'il y a des pays actuellement qui sont en demande pour demander le Maroc et l'Afrique du Sud pour, dans toutes les clauses qui sont signées par les États, pour en tout cas inscrire ces clauses. Alors, l'ordre d'avocat, bien évidemment, est sollicité. Et le contentieux, est basé sur ces contrats qu'on va rédiger dans tous ces contrats. Et le choix est souvent, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'il va prospérer? Est-ce que c'est mieux? Et ces questions, aujourd'hui, c'est toujours, en tout cas, d'actualité. Comme le temps est compté, c'est là où je voulais le calendrier normatif de ma communication. On a lancé en décembre dernier à La Haye les principes de La Haye de Human Rights Arbitration, qui ont quand même pris plus de 4 ans d'élaboration, dirigé par le juge, son matière ancien juge de la CIJ. Et ces principes de l'arbitrage, l'avantage qu'ils amènent, c'est qu'il permet aux victimes, mais pas les États, aux victimes directes, un ou plusieurs, de saisir un centre d'arbitrage ou un comité d'arbitrage concernant les violations des droits de l'homme avec des expertises bien connues, avec le moindre effet certainement, même si aujourd'hui on ne connaît pas comment il sera forcément appliqué. Quand vous lisez ces règles qui sont d'abord de procédure, comment on nomme les juges, comment ils sont choisis, l'expertise, et c'est là où on voit la convergence de toutes les dynamiques de réforme aujourd'hui et que les droits de l'homme, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une renaissance des droits de l'homme comme droit naturel, mais comme il y a beaucoup de crises dans ces derniers temps, en tout cas, les droits de l'homme reviennent en tout cas à une sorte de sauvegarde, en tout cas de point de ralliement. Et en tout cas, c'est le défi de ces 10 années prochains. Je pense que le débat va réémerger davantage et si ces principes sont appropriés, en tout cas, et bien compris, je pense qu'ils donnent une voie, en tout cas, royale de traiter ces questions de droits de l'homme dans la question de l'arbitrage. Le temps m'est compté, c'est une pression. Je vous remercie, Madame la Présidente. On répondra aux questions pendant le débat. Merci bien. Merci beaucoup, cher Jean-Baptiste. Je vous invite maintenant à écouter notre deuxième intervenant, professeur Jean-Didier Bukungo, professeur de droit international à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, dont le sujet porte sur les règlements internationaux des différents et changements climatiques en Afrique. 15 minutes, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de tenir le temps. Je voudrais d'abord remercier Jean-Baptiste pour son amicale invitation.
la question objet de cette communication porte sur le règlement international des différends relatifs au changement climatique en Afrique. Il y a 3-4 mois, j'ai commencé une recherche dans le cadre d'un projet triennal sur ce sujet et Jean-Baptiste m'a vivement encouragé à participer à cette journée pour présenter l'état de la question, puisque c'est une recherche en cours qui a plusieurs ramifications. Je partirai de l'accord de Paris de 2015 qui pose un prédicat juridique fondamental pour exhorter les États africains, d'une part, à assumer leurs responsabilités comme tous les autres États dans le cadre de cet accord de Paris, mais également ces derniers devraient bénéficier d'un soutien international, notamment financier, pour mettre en œuvre leur politique d'adaptation. Mais cette question, elle est complexe et il y a 3 points préliminaires qui me semblent importants à évoquer. D'abord, en ce qui concerne les changements climatiques, plus le temps passe, plus les négociations piétinent, plus les solutions juridiques deviennent plus difficiles à trouver. Le deuxième point, c'est la symétrie entre les parties prenantes. D'un côté, on a des pays occidentaux et des entreprises multinationales qui disposent des technologies, des capacités, d'une certaine expertise, et en face, des pays africains qui ont du mal à élaborer parfois leur stratégie nationale en matière de changement climatique. Enfin, troisième point, c'est l'inexistence à l'heure actuelle d'une autorité internationale qui aurait une compétence et une autorité juridique à la hauteur de l'urgence climatique mondiale. Donc, à partir de ces constats, je pars d'une hypothèse simple, à savoir, nous constatons qu'il y a une prolifération, une multiplication des normes issues des différentes négociations relatives au changement climatique. Et en Afrique, nous avons en matière de justice étatique des capacités limitées. Ces capacités limitées sont liées aux problèmes de formation, puisque les magistrats ne sont pas toujours au fait des engagements pris par leurs États dans le cadre de ces négociations. Il y a un problème d'expertise. Au-delà des magistrats, l'expertise, ça coûte cher. Et il y a d'autres questions qu'on pourrait évoquer, mais qui sont des questions routinières, hein, des questions de corruption, etc., défaut d'équipement. Bref, ce sont des questions peut-être moins importantes par rapport à cela. Et donc, la conjonction de ces deux facteurs, d'un côté, une prolifération, une diversification rapide des normes, et de l'autre, des capacités judiciaires étatiques limitées, explique dans une certaine mesure actuellement une dynamique émergente où les acteurs de la société civile et les acteurs économiques également cherchent, lorsqu'il y a un problème, à internationaliser ou chercher à universaliser le différent, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les réponses juridiques ailleurs sur le plan international, soit dans le cadre des coalitions d'ONG, soit dans le cadre des procédures devant des États étrangers où ces acteurs estiment pouvoir trouver des solutions adéquates dans le cadre des procès équitables. Alors, ceci dit, c'est l'hypothèse de base. Mais cette hypothèse se trouve enserrée dans un certain nombre de contraintes. Il y en a 3. La première contrainte, c'est que il appartient aux États africains, comme tous les autres États, d'assumer leurs responsabilités au titre de l'accord de Paris et des autres textes internationaux subséquents. Autant les médias présentent généralement l'Afrique comme l'une des grandes victimes des changements climatiques,
compte tenu de ses faibles capacités d'adaptation, mais autant sur le plan juridique, les pays africains, en signant l'accord de Paris, se sont engagés à établir, par exemple, leurs contributions nationales qui doivent être notifiées auprès de la conférence des parties dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Il y a là donc, de la part des États africains, des engagements juridiques qui peuvent déboucher sur des différends. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de textes d'inégale valeur juridique, parfois des textes contradictoires, des textes parfois à caractère politique, mais qui sont présentés par certains comme des textes juridiques. Tout ceci fait que les acteurs parfois ne savent pas quel est exactement le droit applicable. Est-ce que le texte qu'il invoque est réellement un texte qui engage l'État en question? Parfois, une simple déclaration est prise pour un engagement juridique contraignant. Et donc là, il y a un problème sur la compréhension du droit applicable. La troisième contrainte, c'est une contrainte géopolitique et géostratégique. Les Nations Unies ont reconnu la problématique, en fait, les questions de changement climatique comme un risque majeur sur la paix et la sécurité internationale. Je renvoie à la dernière déclaration du secrétaire général lors de la dernière COP. Alors, au-delà du contentieux entre États investisseurs ou entre entreprises, etc., il y a un contentieux interétatique qui est visible en Afrique. En tout cas, on a par exemple deux exemples majeurs. Le premier exemple, c'est le différend actuel entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil. Il est clair que l'évolution des changements climatiques devra impacter la pluviométrie et aura des conséquences sur les eaux du Nil. Or, la solution actuellement recherchée entre ces trois parties pourrait s'avérer dans les prochaines années inadéquate et limitée au regard des conséquences que les changements climatiques pourraient avoir sur le Nil. Ce qui pourrait, même si un accord est aujourd'hui, dans les prochains mois ou les prochaines années, en fonction des négociations en cours, si un accord est trouvé, cet accord ne garantit pas une réelle sécurité juridique pour ces parties prenantes si la dimension changement climatique n'est pas intégrée dans la modélisation de cet accord. Le deuxième exemple en Afrique centrale, c'est la question du lac Tchad. Le lac Tchad est, selon plusieurs expertises, en voie d'assèchement, même s'il y a beaucoup de controverses là-dessus, mais l'assèchement potentiel du lac Tchad pourrait déboucher sur plusieurs conflits dans la région. Il y a déjà le conflit avec Boko Haram, etc. Or, l'une des hypothèses envisagées de façon crédible, c'est le ravitaillement en eau du lac Tchad à partir des eaux du fleuve Congo. Là aussi, des pays comme la République démocratique du Congo ou la République du Congo ne partagent pas du tout cette stratégie parce que estimant que les eaux du fleuve Congo pourront baisser à cause des changements climatiques et pourraient donc éventuellement nuire à leur intérêt, notamment l'hypothèse des barrages hydroélectriques d'Inga 3 et des questions éventuellement de pêche, etc. Donc là, nous avons des exemples de conflits, tant entre États et entités privées ou entre États eux-mêmes qui pourraient arriver. Alors, sur cette base, il y a des solutions traditionnelles. Que faire face à ces conflits? Les solutions traditionnelles, on les connaît, ce sont des instances internationales de règlement de litige partant de l'article 33 de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice, on peut prendre l'exemple, le Tribunal international du droit de la mer, dans la confluence entre l'océan et le climat, l'Organisation mondiale du commerce. La Cour internationale de justice, je n'y crois pas beaucoup, compte tenu de toutes les barrières liées à l'acceptation des États de la clause facultative de juridiction obligatoire ou l'inscription des clauses dans les différents accords. Il y a beaucoup d'obstacles.
Le tribunal international du droit de la mer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de renvois à la question océan, a été évoqué lors de la dernière COP, mais là aussi, il y a beaucoup d'obstacles. Reste, en ce qui concerne les États, probablement l'organe de règlement de différends, lorsqu'il y a un litige lié au commerce qui a un impact sur les questions de changement climatique. Cette possibilité me semble plus crédible que les deux premières juridictions. Ensuite, il y a, en ce qui concerne les différends liés à la violation des droits individuels ou collectifs, Jean-Baptiste vient d'évoquer, il pourrait y avoir un contentieux porté devant la Commission ou la Cour africaine des droits de l'homme. L'article 24 de la Charte africaine renvoie au droit à l'environnement, donc il y a une possibilité juridique, mais là aussi, lorsqu'on regarde le nombre d'États ayant ratifié le protocole de la Cour, c'est très limité, il y a donc un problème. On peut se tourner vers les instances internationales comme le Comité des droits de l'homme, etc., mais la qualité des décisions à prendre ne permet pas d'avoir une sécurité juridique. Reste donc ce que j'appelle dans le papier l'essor de l'arbitrage, qui peut être un pilier important dans la réalisation de l'accord de Paris. Premièrement, on peut prendre comme modèle la Cour permanente d'arbitrage qui gère un certain nombre de règlements qui ont un impact sur les questions de changement climatique et en matière d'environnement. La Cour permanente est visée par un certain nombre d'accords qui touchent les questions du changement climatique. Donc, le modèle de l'arbitrage des règlements administrés par la Cour permanente d'arbitrage pourrait servir pour régler un certain nombre de litiges liés au changement climatique. Je prendrai deux exemples rapidement. Le Fonds vert renvoie dans la plupart de ces textes au règlement d'arbitrage de la CPA, le règlement 2012. Deuxième exemple, il y a le règlement facultatif sur l'environnement, le règlement de 2001, qui permet de régler un certain nombre de problèmes, notamment liés au barrage, puisque la question énergétique est une question très importante. Enfin, je terminerai sur la question particulière des rapports État-investisseurs en Afrique. Déjà en 2016, le CIRDI a organisé une réunion très importante à Washington sur la mise en œuvre des obligations en matière d'environnement au bénéfice de l'ensemble des acteurs. Et au cours de cette réunion, il y a trois idées qui sont dégagées. D'abord, le fait que les textes sur les changements climatiques ne soient pas, hormis l'accord de Paris, des textes contraignants peut donner lieu à beaucoup de différends. La deuxième idée, c'est explorer la possibilité d'une Cour internationale de l'environnement qui prendrait en compte la question du changement climatique. Mais là encore, on voit comment les États piétinent sur cette question. Enfin, la troisième idée, c'est s'inspirer du modèle CIRDI pour pouvoir établir une relation forte entre l'investissement et les changements climatiques et éventuellement pousser les États à améliorer les codes des investissements pour y intégrer les obligations souscrites dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui permettrait dans ces rapports État-investisseurs d'asseoir de façon solide la possibilité d'un arbitrage devant le CIRDI en matière de changement climatique. Pour conclure, Madame la Présidente, je dirais qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes qui se posent en matière de changement climatique. On voit avec le Fonds vert, on voit avec le mécanisme REDD+, avec la gestion durable des forêts. Mais pour cela, je pense qu'il faut que les acteurs étatiques, mais aussi les universités, les cabinets, puissent renforcer les capacités, parce que la question de l'expertise, on ne pourra pas faire un bon contentieux en matière de changement climatique sans une réelle expertise. Il y a donc un problème de renforcement des capacités. L'accord de Paris prévoit déjà sur ce sens des possibilités de coopération en matière de renforcement des capacités. Il y a la question de technologie en matière de preuve, comment prouver dans un contentieux que telle émission de gaz de fer a provoqué un dommage particulier dans tel pays qui en est réellement la victime.
Donc, ce sont des questions qui méritent le renforcement de l'expertise en Afrique. J'espère, Madame la Présidente, que l'Union africaine, dans les prochains mois, les prochaines années, pourrait développer une vraie stratégie de renforcement de capacité pour pouvoir disposer d'un capital humain suffisant afin de s'attaquer à ces différends qui, si les solutions ne sont pas trouvées, pourraient constituer un facteur déstabilisateur pour la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie. Merci bien. Merci, professeur, pour cette riche présentation. Et maintenant, je vous présente Monsieur Walid Benhamida, maître de conférence Université Val d'Evry Essonne, pour nous entretenir sur l'évolution de CERDI après un demi-siècle d'évolution. Quel rôle et quelle place au temps de la réforme du RDI? S'il vous plaît, exactement 15 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le sujet est très difficile, donc je me suis permis de le modifier un peu en élargissant à l'arbitrage d'investissement. Donc, je ne vais pas me limiter au CIRDI, je vais vous parler plutôt de l'arbitrage d'investissement en général, qui comprend bien sûr le CIRDI. Et je vais commencer par une sentence historique, qui est une sentence africaine, la sentence AAPL contre Sri Lanka. Pourquoi c'est une sentence historique? Parce qu'il y a deux Africains qui étaient membres du tribunal arbitral, il y a El-Qusayri, Ahmed Sadek El-Qusayri et Samuel Assant, qui est un juriste guinéen. Donc deux Africains qui ont rendu cette sentence, qui a un peu modifié la configuration et la physionomie du règlement des différends relatifs aux investissements. Cette sentence a admis pour la première fois qu'on peut exprimer le consentement dans un traité unilatéral d'investissement. J'attire votre attention que dans cette sentence, la question de la compétence n'a pas été discutée. C'est-à-dire l'État et l'investisseur ont admis cette base de compétences. Leurs arguments, les arguments des parties portaient surtout sur le fond. Donc cette question, cette évolution n'a pas été discutée, je dirais, en détail la première fois. Et depuis, le train est lancé et l'arbitrage d'investissement est né. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est que je vais vous présenter un regard africain, comment ce mécanisme d'arbitrage d'investissement est perçu en Afrique. Donc, je m'exprime pas à titre personnel. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est le point de vue des autres, à tort ou à raison, compte tenu de mon expérience. Quels sont les problèmes que ce mécanisme rencontre et peut-être quelles sont les pistes pour éviter ces problèmes. Et à la fin, je vais vous donner mon point de vue. Donc, ça sera un plan, le point de vue des autres et puis après, mon point de vue. En ce qui concerne le point de vue des autres, le mécanisme, il y a un certain nombre de problèmes et compte tenu de mes discussions, parfois avec les investisseurs, parfois avec les pays africains, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est le désordre normatif. Chaque règle en matière d'investissement fait l'objet de deux interprétations. Et c'est facile, en fait, lorsqu'on a une affaire, d'agir pour l'investisseur ou d'agir pour l'État, parce qu'on a dans les deux cas une jurisprudence qui pourrait appuyer notre thèse. Ça devient un peu absurde. Ce qui est encore étonnant, c'est que les règles qui sont utilisées pour interpréter les traités d'investissement, c'est la Convention de Vienne. C'est-à-dire, on utilise toujours les mêmes principes, mais à la fin, le résultat n'est pas le même. Je crois que peut-être il faut penser à l'interprétation des principes d'interprétation de la Convention de Vienne qui ne sont pas très clairs parce qu'on l'utilise et on arrive toujours à des conclusions qui sont divergentes, opposées sur la notion de siège par exemple dans un TBI. Il y a plusieurs interprétations. Et les tribunaux utilisent la Convention de Vienne. Donc, il y a un problème à traiter. Est-ce que c'est une cour qui va résoudre ce problème? Je ne suis pas certain, sauf à créer une cour mondiale. Hein. Une cour mondiale, et puis on voit que si on a une cour mondiale, la question de la nomination des juges est très délicate. On voit devant l'OMC que pour bloquer le système, on n'a pas nommé un membre, et puis le système s'est bloqué. Deuxième problème, que aujourd'hui, c'est la multiplication des demandes. Plusieurs fondements, loi nationale, contrat, traité multilatéral, traité bilatéral, traité plurilatéral, traité semilatéral. Donc il y a plusieurs étages et certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi autant d'arbitrage sur un même problème. C'est comme si on vous dit en droit interne pour les violations du code de commerce, aller devant le tribunal du commerce. Mais le code civil, aller devant le tribunal civil, donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi la violation de chaque règle caractérise un litige. Troisième problème, c'est le coût.
c'est assez cher, l'arbitrage d'investissement. Les investisseurs africains aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un financement et il m'a été dit que les third-party funding ne financent pas facilement des investisseurs africains qui souhaitent utiliser le système. Du côté des États aussi, on a les mêmes problèmes. Souvent, un État, pour payer parfois la provision, ils ont besoin du temps, ils ont besoin d'autorisation, ils ont besoin de signatures. On voit aussi un autre problème, c'est le développement des coûts dans des arbitrages avec des tonnes de documents, des mètres cubes de pièces, des experts, des avis, des pièces démonstratives qu'il faut envoyer à l'avance parce que les pièces démonstratives ont un régime spécial. Donc, ça coûte assez cher. Et puis, est-ce qu'il faut 15 avocats pour un dossier? Est-ce qu'il faut des équipes avec des stagiaires? Est-ce que cela est nécessaire? Autre chose, j'étais avec une délégation, je peux pas dire le nom, mais ils m'ont dit l'Union européenne, ils négocient avec nous. Pour la cour qu'on va créer, ils nous proposent qu'on la finance 50-50. Mais pourquoi 50-50? C'est l'Union européenne plus les États membres plus nous. Donc, il faut 27 plus 1, ça fait 28 plus 29. On partage sur 29, on partage pas 50-50 parce que il y a plusieurs parties. Donc, peut-être ils ont raison, hein. Il y a un autre phénomène aussi aujourd'hui, c'est une sorte de mise en scène, une théâtralisation de la procédure d'arbitrage. On voit dans des audiences des photos, on vous montre l'investissement, c'était parfait, des travailleurs qui travaillaient, des usines qui fonctionnaient bien, et puis on vous montre comment le pauvre investisseur a été exproprié, ou du côté des États, on vous montre l'impact de l'investissement sur la population. Donc il y a un peu de show aujourd'hui, procédural. Et avec la transparence, tout passe, donc on regarde ça. Puis il y a une sorte de pépolisation de l'arbitrage avec certaines revues qui commencent aujourd'hui à une médiatisation de l'arbitrage, top 10, top 15, les meilleurs avocats. X, il a gagné un grand dossier, bravo. Donc il y a une médiatisation, on est peut-être en train de perdre le droit s'accompagne avec d'autres facteurs extra-juridiques. Il y a aussi un problème qui a été mentionné ce matin, c'est le manque de diversité. Effectivement, le CIRDI, au moins, ils sont très transparents. On a des statistiques jusqu'au 31 décembre 2019, 261 arbitres français, 137 arbitres suisses, 101 arbitres africains, c'est-à-dire tous les Africains, c'est 101. Voilà, donc la Suisse a produit 137, toute l'Afrique a produit 101. 11% de femmes, 89% des hommes. Et il y a 25% des affaires qui concernent un pays africain. Bon, on dit souvent le client ne veut pas. À mon avis, il faut aller plus loin. Hein. Le client ne veut pas, il y a des mécanismes. Est-ce qu'on peut penser à des CV anonymes? Mais si le type met qu'il était à l'université de Douala, il va pas trop, il va pas avoir une désignation. Est-ce qu'on doit, il faut résoudre ce système. Je sais que les institutions d'arbitrage, ils ont fait un effort considérable. Le CIRDI a désigné plus d'Africains que les États africains. La CCI aussi fait un travail de diversité. Bon. Monsieur Abriani, il l'a dit, ils sont limités par la liste. Et je comprends pas pourquoi, lorsqu'on voit ces listes, on trouve des arbitres incompétents. Donc, au moins, les États africains doivent désigner des gens incompétents sur ces listes, parce que si vous désignez des gens qui sont pas compétents, le CIRDI ne peut pas les désigner. Donc, ils doivent faire un effort. Est-ce qu'il faut pas faire la Cour permanente d'arbitrage, souvent, lorsqu'il vous propose comme arbitre, il vous demande deux choses. CV plus vos prétentions en termes d'honoraires. Et comme ça, lorsqu'ils proposent aux parties, ils disent, voilà, monsieur X, son CV, lui, il propose taux horaire 100 €. Monsieur Y, 150. Est-ce qu'il ne faut pas introduire l'élément, le coût dans le choix? Je sais que les parties, avec une telle proposition, les clients qui gèrent généralement des entreprises en bon père de famille, ils sont très sensibles au coût. Donc peut-être cela va les aider un petit peu à promouvoir la diversité. La diversité des arbitres, mais aussi la diversité des avocats. Hein, peu d'avocats africains sont impliqués dans ce système. Les cabinets africains sont totalement absents, presque. Hein, il y en a quelques Africains, mais dans le marché de la représentation, les Africains, ils sont pas
représentés. Puis on a aussi d'autres pratiques, du dumping aujourd'hui. Les règles déontologiques ne sont pas les mêmes. D'autres cabinets arrivent à avoir des dossiers parce que les avocats ne sont pas soumis aux mêmes exigences déontologiques. Les Africains ne figurent pas dans les top 10 ou même dans les top 100 ou 1000 ou voire 2000, j'en connais pas. Le problème des délais. Et aujourd'hui, on veut réduire les délais. Je ne suis pas certain que réduire les délais pour certains États africains, notamment, est une bonne chose parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ce qu'il faut faire lorsqu'ils reçoivent une requête d'arbitrage. Ils doivent lancer des appels d'offres, c'est un marché public pour choisir les avocats. Ils ont besoin de temps. Le 41.5 est une dispositive motions, donc il faut l'utiliser jusqu'à la première audience du tribunal arbitral. Mais on n'a rien jusqu'à la première audience, on a juste la requête et les avocats, ils ont déjoué le mécanisme. En communiquant peu de pièces, finalement, on peut pas l'utiliser parce qu'on peut pas cerner et identifier le litige. Donc, aussi, un autre problème, 2 poids, 2 mesures. Je me souviens, il y avait une fois, je travaillais avec un État, ils m'ont dit, c'est parfait, on va gagner. J'ai dit, comment? Il m'a dit, la Cour européenne la Cour de l'Union européenne a déclaré l'arbitrage illégal. Donc, c'est illégal pour nous. Ben, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui comment en Europe, on dit que c'est illégal. Ça marche pas entre nous, hein, mais pour vous, ça marche. Donc, il y a une vraie frustration, il y a une sensation qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les États européens arrivent à bloquer. Comment ils arrivent à bloquer? En invoquant le droit communautaire. Si c'est un État africain qui a bloqué, c'est la catastrophe. Donc, une dernière remarque peut-être sur le contrôle de l'arbitrage d'investissement. C'est une remarque qui concerne plus le CIRDI, c'est juste une interrogation qui a été soulevée par certains. Dans le système CIRDI, ce n'est pas le juge étatique qui contrôle, c'est le CIRDI, c'est un contrôle interne, c'est-à-dire des comités ad hoc, des arbitres qui contrôlent les arbitres et des arbitres qui sont nommés par le secrétaire général. Donc, bon, ça a été indiqué par certains, le secrétaire général a un pouvoir énorme parce que finalement, il désigne les membres du comité ad hoc. Il faut pas du tout un regard extérieur, hein. C'est bien aussi d'avoir ce regard. Voilà un certain nombre de problèmes et ma proposition ou ma position personnelle, parce que je vais pas seulement raconter ce que les autres racontent, je vais vous dire mon point de vue. À mon avis, aujourd'hui, le système d'arbitrage d'investissement est une grande évolution. Le fait d'avoir un contrôle sur l'agissement de l'État, c'est une bonne chose. Mais quand même, aujourd'hui, il faut penser aussi du côté de l'investisseur. Il faut penser aux droits de l'homme, ça a été soulevé par Jean-Baptiste, il faut penser à l'éthique, il faut penser à la responsabilité sociale, il faut penser à l'environnement. À mon avis, il faut qu'on arrive à créer un système bilatéral sur le plan substantiel, c'est-à-dire des obligations à la charge de l'investisseur et des obligations à la charge de l'État. Et il faut ouvrir ce système aussi bien aux États qu'aux investisseurs. C'est-à-dire l'idée aujourd'hui d'un arbitrage accusatoire où seulement les États sont traduits, il est un peu dépassé, hein. Il faut qu'on arrive à créer un système équilibré, ouvert aux deux, avec des obligations respectives. Une cour, effectivement, mais je vois les projets aujourd'hui sont toujours, les cours qu'on a créés sont seulement ouvertes aux investisseurs. Il y a les demandes conventionnelles, mais c'est pas pareil. Il faut ouvrir, vraiment ouvrir le système aux deux. Et là, ce n'est pas le problème des institutions d'arbitrage. C'est le problème des États, c'est le problème des traités d'investissement. Donc, il faut modifier ces traités pour instaurer un système équilibré. Malheureusement, pour le moment, les Africains se contentent de produire du soft law, c'est très bien, hein, le code panafricain, le modèle SADC. Il y a en Afrique une inflation des modèles, il y en a plein de modèles. Mais le problème, c'est que ces modèles ne sont jamais pris en considération lorsqu'on négocie. Parce que lorsqu'on regarde le modèle et on regarde le traité, on trouve qu'il y a un décalage énorme entre les deux. Pourquoi? Ça sert à quoi, ces modèles? Il y a vraiment un problème, c'est une sorte de dissociation, une rupture entre ce que j'appelle le discours politique et le discours infrapolitique, infra-étatique ou académique. Souvent, dans le contentieux de l'État, les experts, les professeurs, ils écrivent des notes pour réformer, pour proposer, pour modifier, pour changer. Mais si le président décide de conclure un TBI, il y a un partenaire qui vient et il faut conclure le TBI, on va oublier tout ça. Donc il faut vraiment réformer les traités et modifier la base, hein. C'est ça qu'il faut faire pour améliorer
le système et la CNUTSI, la CNUSED, il y a plusieurs organisations qui sont en train de travailler sur ces thèmes. Donc, il faut s'inspirer de ces travaux pour rendre le système plus équilibré, plus ouvert. Prosper Veil, dans son cours à l'Académie du droit international, il disait que si on veut garantir la pérennité du système, il faut penser à l'équilibre, parce qu'un système qui favorise une partie, qui protège les intérêts d'une seule partie, c'est un système qui ne peut pas durer. Et donc, si on veut que le système dure, il faut rééquilibrer sur le fond et sur la procédure. Je vous remercie. Merci bien. Et vous avez parlé de My Nightmare à l'UA avec les règles contradictoires. Maintenant, je donne la parole pour Monsieur Narcisse Aka, secrétaire général de la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui va aborder le sujet de l'arbitrage CCGA depuis la réforme de 2018. Exactement 15 minutes. It will not save you that you're far away from me. Merci Madame la Présidente. Vous comprenez que je m'éloigne un peu de vous pour échapper à vos petits papiers de rappel du temps, qu'au moins ici je suis à l'abri. Alors, merci à mon ami Arelimana pour cette belle invitation, cette occasion qu'il nous a donnée de présenter cet ovni, cet objet vivant non identifié, la CCJA, qui est souvent présenté comme un monstre juridique. On se demande, est-ce que c'est une cour de justice? Est-ce que c'est un centre d'arbitrage? C'est une institution? Qu'est-ce qu'elle est au juste? Et donc, nous avons l'occasion, à travers la présentation de cet arbitrage, CCJA, de pouvoir en parler pendant un quart d'heure. Alors, moi, je voulais déjà dire que nous considérons que l'arbitrage CCJA, c'est un modèle unique. C'est un modèle unique, et c'est pour cela que je parlais d'objets vivants non identifiés. Et c'est le seul arbitrage qui propose le one-stop shopping. Vous allez à la CCJA, vous avez tous les services en un. Et nous sommes les seuls à proposer cela. Mais c'était ça, effectivement, l'ambition des pères fondateurs. Les pères fondateurs de l'OHADA avaient vu grand. Bon, 20 ans après, on se pose encore des questions, mais en tout cas, c'était une ambition très forte, faire en sorte que l'arbitrage devienne un modèle usuel de règlement des différends contractuels. Alors, je n'insisterai pas sur le système dualiste de l'OHADA que vous connaissez tous, avec cet arbitrage de droit commun régi par l'acte uniforme et le système spécifique de la CCJA OHADA qui institue un régime spécial d'arbitrage. Je ne parlerai pas non plus des sources de l'arbitrage CCJA, puisque je vous ai remis à tous le guide de l'arbitrage CCJA qui répertorie tous les tests applicables à cet arbitrage, qui nous offre un centre à 17 États jusqu'aux Comores. Alors, cet objet vivant non identifié, il a deux casquettes. C'est d'abord un centre d'arbitrage. Et donc, en tant que centre d'arbitrage, nous avons tous les standards de centre d'arbitrage. Et je pense que la réforme de 2017, qui est entrée en vigueur en 2018, permet justement d'aborder un certain nombre de questions. Et nous avons également une juridiction communautaire qui a vocation à intervenir dans la phase post-arbitrale. Et cet élément est très important parce que dans cette phase post-arbitrale, justement, nous sommes les seuls à offrir un règlement d'arbitrage qui aborde toutes les questions de la requête jusqu'à la phase post-arbitrale, jusqu'à la question des recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à la CCJA, nous sommes capables de vous dire combien de temps votre procédure va durer et combien de temps les recours post-arbitraux vont durer. Ce que les autres ne peuvent pas vous proposer. En tout cas, si vous le voyez ailleurs, il faut nous le dire. Alors, dans cette phase arbitrale, nous avons une CCJA qui va administrer les procédures et qui va prendre un certain nombre de décisions administratives. Et il est important de le souligner parce que cette CCJA qui va prendre des décisions administratives va fonctionner avec une assemblée plénière, des formations restreintes, un président, un secrétariat général. Alors, il faut indiquer que des efforts ont été faits depuis la réforme de 2017 parce que beaucoup de critiques
avait été adressé au système CCJA, qui serait un système opaque, géré par les États dans lesquels les investisseurs ne se retrouveraient pas. Et aujourd'hui, dans le règlement d'arbitrage, il est permis désormais aux plaideurs de demander à la Cour de motiver ses décisions administratives. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il est permis également au président, parce qu'on a dit c'est une cour trop fermée, vous n'êtes pas ouvert. Il est permis aujourd'hui au président de faire appel à des experts pour un avis consultatif. Pour un avis consultatif, aussi bien pour la désignation des arbitres que pour la conduite du processus procédural. Alors, autre élément inspiré, notamment, je pense, par le fameux dossier Jetma, puisqu'on reproche à la Cour d'avoir des États, des juges qui interviennent dans des dossiers qui concernent les États. Désormais, dans la réforme, depuis la réforme qui est intervenue, le membre de la Cour qui a la nationalité d'un État impliqué dans une procédure arbitrale doit se déporter de la procédure d'arbitrage qui est en cours. Donc, tout est fait, si vous voulez, pour faire en sorte que cette Cour puisse fonctionner de façon tout à fait transparente et indépendante et que les juges qui sont ressortissants des États ne puissent pas interférer pour quelque motif que ce soit dans les procédures qui concernent leurs États. Alors, l'un des points forts de cette réforme, c'est l'extension de façon très claire du champ d'application de l'arbitrage CCJA, parce que jusque-là, aussi bien le traité que le règlement d'arbitrage ne visaient que la convention d'arbitrage, clause compromissoire ou compromis. Désormais, de façon claire, le champ d'application de l'arbitrage CCJA a été expressément étendu à l'arbitrage d'investissement. Et donc, désormais, la CCJA peut prendre en charge les procédures fondées sur un instrument relatif aux investissements. Et donc, le législateur OHADA a utilisé une formule très générale, puisqu'il parle d'instruments relatifs aux investissements, qui prend en charge aussi bien les codes d'investissement, les traités bilatéraux que les traités multilatéraux. Et donc, nous avons un champ très vaste. Et donc, contrairement à ce qu'on peut avoir dans des procédures d'arbitrage d'investissement classiques, on a dit tout à l'heure que les États étaient souvent défendeurs, qui ne pouvaient faire que des demandes reconventionnelles, qui ne pouvaient pas être demandeurs. Mais dans l'arbitrage CCJA, dans nos procédures concernant des arbitrages d'investissement, nous avons désormais des États qui sont demandeurs. Actuellement, nous avons deux procédures pendantes dans lesquelles des États de l'espace OHADA sont demandeurs parce qu'ils ont des choses à reprocher justement aux investisseurs. Et nous avons la chance d'avoir ici dans la salle certains des arbitres concernés par ce genre de dossier. Et ceux qui ont dit que il y avait une difficulté à avoir les États qui gèrent l'OHADA dans notre système d'arbitrage peuvent être tranquilles parce que nous avons aujourd'hui, sur les 17 États membres de l'OHADA, nous avons 12 États qui sont concernés par des procédures en cours, par des procédures qui ont déjà été classées. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les États OHADA n'ont pas de faveur particulière en arbitrage CCJA. Pas de faveur particulière. On a plusieurs États qui ont perdu. Je pense que le Mali de mon ami frère Mamadou Konaté a plusieurs fois perdu en arbitrage CCJA. On a eu le Niger a perdu, même la puissante Guinée équatoriale a perdu. Donc, on a des États qui ont perdu dans des arbitrages CCJA, malgré tout ce qu'on a pu faire comme critique. On a eu des États aussi qui ont gagné des procédures. Donc, de ce côté-là, je peux vous dire que nous n'avons vraiment aucun sentiment de culpabilité et que nous essayons de fonctionner en toute liberté. Alors, en ce qui concerne la procédure, bien entendu, nous allons avoir une procédure tout à fait classique qui va se dérouler dans les délais convenables. Les délais ont été réduits, on est passé des délais de 45 jours pour la transmission des requêtes à un délai de 30 jours désormais pour le dépôt de la réponse à la demande. Et nous avons également comme élément intéressant, nous avons toujours cette possibilité pour la CCJA prima facie de se prononcer sur la procédure. Ce qui est intéressant, c'est que même quand la CCJA prima facie considère que la convention d'arbitrage existe et qu'elle peut être mise en œuvre, dans la phase post-arbitrale, la CCJA, en tant que juridiction, se réserve le droit de revenir sur ces points, puisque, bien entendu, il s'agit de deux domaines totalement différents. Alors, dans
cet arbitrage CCJA, il a été également admis l'intervention des tiers. Et cette intervention des tiers est importante parce que dans les systèmes précédents, cette intervention des tiers n'était pas actée. Donc, on a aussi bien une intervention forcée qu'une intervention volontaire. Et ces points sont tout à fait à prendre en considération. Je voudrais également insister sur le choix des arbitres. Alors, en ce qui concerne le choix des arbitres, la CCJA, dans le cadre du choix des arbitres, chaque fois qu'elle doit choisir des arbitres, elle va proposer aux partis une liste d'au moins 3 arbitres. Donc, à ce niveau, ça donne aux partis de sérieuses garanties, puisque les partis ont la possibilité d'écarter des personnes qui ne leur conviennent pas. Les partis ont la possibilité d'avoir un mot à dire et de pouvoir s'affirmer en toute liberté. Donc, la volonté des partis est bien respectée. Et lorsqu'enfin, nous nous retrouvons dans la phase post-arbitrale, dans la phase post-arbitrale avec notamment les questions d'exéquature, nous avons une spécificité, c'est qu'en dehors de la CIRDI, qui a des sentences qui s'exécutent sans exéquature, dans le système CCJA, nous avons une sentence qui peut être exéquaturée dans 17 États, sans avoir besoin de procédures particulières d'exéquature. Et lorsque vous n'êtes pas content que vous saisissez la CCJA d'un recours en annulation, ce recours est examiné selon 4 motifs d'annulation et la CCJA qui est saisie dispose d'un délai de 6 mois maximum pour se prononcer sur ce recours. Si vous avez une cour de cassation qui se prononce en moins de 6 mois sur ce genre de dossier, tenez-moi informé. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Et maintenant, enfin, je donne la parole pour Monsieur Aurélien Zuber pour faire le discours sur le bilan de l'arbitrage africain devant la CCI. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Du coup, je voulais d'abord remercier évidemment Alexandra et Jean-Baptiste pour l'invitation et indiquer que, sans surprise, compte tenu de tout ce qui a été discuté aujourd'hui, l'Afrique prend de plus en plus d'ampleur dans l'intégralité, à mon avis, des institutions internationales, d'arbitrage en particulier, et évidemment, la CCI ne déroge pas à cette règle. Et cela transparaît à la fois des données chiffrées qu'on peut avoir récupérées à la CCI, mais également dans le fonctionnement et l'exercice de la Cour internationale d'arbitrage. Donc c'est quelque chose qu'on voit du coup régulièrement, et notamment grâce à ces premiers chiffres, prenant en considération les facteurs qui sont régulièrement employés pour analyser le monde de l'arbitrage international, que ce soit le nombre des parties africaines, qui, en 2018, comptabilisait plus de 182 parties dans des arbitrages CCI, 46 nominations ou confirmations d'arbitres africains sur cette seule année également, 2018. Et s'agissant du lieu de l'arbitrage, 13 lieux. Et pour ce qui est du droit applicable d'un pays africain, applicable à une procédure au présent dans les contrats dans lesquels se trouvait la convention d'arbitrage, on en est à 57. On voit que c'est une certaine régularité, une progression même sur les 5 dernières années. Et même si effectivement l'Afrique est bien évidemment plurielle et qu'il y a des différences entre les différentes régions, on peut juste s'apercevoir que du coup depuis 2009 en particulier, on a une véritable augmentation. En 2009, on avait 126 parties dans des arbitrages CCI qui étaient des parties africaines. Donc ça représentait 6% environ de toutes les parties présentes dans les arbitrages CCI. Alors qu'en 2017, on en comptait 208. Donc on est passé à 9%, donc une augmentation près de 60% du coup de la présence des parties africaines à la CCI. Et on a retrouvé également une augmentation s'agissant des confirmations ou nominations d'arbitres, avec en réalité une augmentation aussi du coup significative, même si ces chiffres doivent être encouragés, bien entendu. On en a parlé longuement sur la diversité, j'en reparlerai bien sûr. Mais si ces chiffres peuvent paraître abstraits, lorsqu'on regarde véritablement les affaires en tant que telles, leur typologie, on voit qu'il y a une très grande diversité des affaires à la CCI, des affaires africaines en particulier. Parce qu'on a parlé beaucoup d'investissement, évidemment c'est joli, ce sont des grosses affaires qui intéressent beaucoup de monde, mais ce qui est important de constater, c'est qu'il y a énormément maintenant d'arbitrages
CCI qui sont entre sociétés commerciales africaines, demandresses, défendresses, qui sont peut-être voilà, au montant litige moins important, mais qui impliquent véritablement la région. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le signe d'un continent qui est en pleine expansion au niveau de son arbitrage, c'est qu'il y a désormais voilà, des arbitrages intra-africains. Donc on n'a plus simplement ces gros dossiers d'investissement ou de construction, il y a désormais voilà, un autre type de litige qui montre bien du coup la démocratisation de l'arbitrage en Afrique, et évidemment on s'en réjouit. Et s'agissant évidemment des arbitrages d'investissement, alors il y avait du coup ce qui avait pu être dit à la fois sur le CIRDI, mais c'est vrai sur la CCJA, le CIRDI voilà, peut-être avantager l'investisseur selon Walid, enfin selon les gens évidemment que tu n'évidemment représentes pas du tout, du coup représenter un petit peu l'investisseur, alors que la CCJA voilà, eu cette critique qu'elle avait effectivement une proximité avec certains des États. Bon, la CCI également a énormément d'arbitrage d'investissement et qu'elle administre elle-même, et elle a évidemment une neutralité totale entre les États et les investisseurs. Donc effectivement, à garder en tête. Mais à mon avis, ce qui est important de retenir aussi via ces évolutions qui ne sont pas nécessairement très marquantes, à l'exception évidemment de cette augmentation de 60% des parties, c'est surtout que depuis quelques années, via l'adoption dans certains espaces et dans certaines régions d'Afrique de législations qui ont été voilà, beaucoup plus modernes et qui ont effectivement, été prises, que ce soit des lois relatives à l'investissement ou à l'arbitrage, eh bien, on a une plus grande attractivité et une véritable intégration du continent dans le monde de l'arbitrage international. C'est pour ça que je voulais vous montrer le cas particulier de l'espace OHADA, qui, à mon avis, est très révélateur, puisque depuis l'adoption de l'acte uniforme du coup, sur le droit de l'arbitrage en 1999, on voit une augmentation très significative, très marquée, du coup, des affaires impliquant des pays membres de l'OHADA dans les arbitrages CCI. C'est-à-dire que vraiment en 1999, c'était vraiment à la marge, avec 11 parties uniquement présentes, 62 en 2017, 500% d'augmentation à cet effet. Le nombre d'arbitres, effectivement, qui a aussi largement augmenté grâce à cette vague voilà, d'intégration de l'arbitrage dans les régions. Les lieux de l'arbitrage aussi, qui aura une véritable importance après sur effectivement l'Alex Arbitrie, et c'est pour ça que je tiens à signaler qu'il est toujours possible d'avoir un arbitrage CCI, mais d'avoir un lieu de l'arbitrage en Afrique pour profiter évidemment de l'exéquature accordée par la CCJA par exemple. Donc on peut évidemment combiner les systèmes, et c'est pour ça que voilà, Narcisse et moi partageons évidemment cette analyse. Pour ce qui est évidemment de cette augmentation, elle est aussi significative dans le temps, parce que sur les 20 ans, on voit qu'il y a une expansion encore plus importante sur la dernière décennie. Donc on peut vraiment se réjouir du coup de cette grande intégration de l'arbitrage dans la région. Ce que je voulais aussi indiquer, c'était qu'il y avait un véritable impact sur le fonctionnement et sur l'exercice évidemment de la Cour internationale d'arbitrage par cette évolution positive de l'arbitrage dans la région. Et cela se traduit par évidemment davantage de nominations d'arbitres africains par la Cour internationale d'arbitrage. D'ailleurs, il y en a de nombreux, nombreuses sont les personnes dans la salle effectivement qui ont déjà été nommées par la Cour internationale d'arbitrage en qualité d'arbitre, ce qui montre aussi ce souci de diversité, mais qui est en somme toute logique via l'augmentation du nombre de parties présentes, etc. C'est complètement cohérent d'avoir évidemment plus d'acteurs, et même si ce sont des arbitres qui parfois commencent dans l'arbitrage CCI, il y a un secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage qui est là pour encadrer la procédure et pour la suivre, et il y a évidemment la Cour internationale d'arbitrage qui fait le suivi et le contrôle de la sentence du coup via son examen préalable. Donc évidemment, il y a une protection quand même de la procédure qui est effectuée par la Cour internationale d'arbitrage. Il y a aussi la possibilité, et d'ailleurs ce que fait la CCI en ce moment, c'est de fixer des lieux de l'arbitrage en Afrique, ce qui a été le cas récemment, et pour vous dire le changement qu'il y a eu, c'est que je me suis retrouvé à une session de la Cour il y a quelques semaines où il y avait vraiment une bataille de sièges d'arbitrage entre deux villes d'Afrique, et c'était vraiment se dire laquelle des deux villes serait le plus adaptée à l'affaire, tout en considérant que les deux villes étaient tout à fait adaptées et disposaient de législations qui sont tout à fait favorables à l'arbitrage, et donc qui permettaient effectivement de prendre ces décisions sereinement. Quelque chose qu'on voyait peut-être avec Londres et Paris il y a quelques années, désormais on le voit avec des villes africaines, et c'est vraiment quelque chose à souligner parce que c'est un véritable changement. Ensuite, sur la composition même de la Cour internationale d'arbitrage, avec des changements significatifs aussi, aujourd'hui qui est tout à fait représentative du coup du monde de l'arbitrage, et en particulier de l'Afrique. On a 2 vice-présidents qui sont africains, 24 membres de la Cour internationale d'arbitrage sur 177 qui sont africains également. On a
des anciens représentants de la Cour ici, et ce qui démontre effectivement la volonté de la CCI aussi de représenter au mieux le monde de l'arbitrage en tant que tel. Enfin, et je pense que c'est peut-être un point aussi très important, c'est qu'on constate de plus en plus d'initiatives qui sont prises pour évidemment encourager l'arbitrage dans la région, et je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui. Mais voilà, la Cour également a décidé de faire ce travail en créant une commission d'Afrique subsaharienne l'année dernière, où Ndanga Kamau est évidemment la vice-présidente de la Cour et qui dirige cette commission pour justement prendre conscience de ces modifications dans la région. Et également, je pense que là, il y a quelques membres aussi de l'audience qui ont pu participer à cette activité, qui est le programme de formation pratique à l'arbitrage qui est dispensé par la Cour et qui est fait évidemment de concert avec l'UIA. Et voilà, la semaine dernière, du coup, c'était à Kinshasa et ça avait été effectivement rondement mené là-bas au Congo. Sur simplement un tout petit bilan, du coup, c'est que il y a une véritable évolution positive. Le bilan est très positif de l'arbitrage africain devant la CCI. On ne peut que encourager évidemment la dynamique entreprise pour avoir des juridictions et des législations qui soient efficaces et favorables à l'arbitrage et qui pourraient justement confirmer ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et du coup aussi possiblement aller plus loin via des ratifications supplémentaires, par exemple de la Convention de New York par des pays africains non membres. Je pense par exemple au Togo qui pourrait y penser ces prochains mois. Mais voilà, donc bilan extrêmement positif. Je voulais revenir aussi simplement sur ce qui avait été dit ce matin et à mon avis qui est très important. Il y a une responsabilité de l'institution de faire preuve de diversité et de nommer effectivement des arbitres dans des litiges africains ou même autres, et ça, je partage tout à fait cet avis. Il faut toujours garder en tête que ce sont essentiellement les parties qui nomment et confirment les arbitres. En tout cas, la CCI, c'est comme ça, puisque la Cour ne nomme que 30% des arbitres, que ce soit via un comité national ou une nomination directe. Donc les parties, les co-arbitres et les conseils également peuvent être mis du coup dans ce sac, qui même dispose de près de 70% des désignations et nominations d'arbitres. Donc voilà, je voulais juste rester là-dessus et vous dire effectivement qu'il faut évidemment encourager les désignations et confirmations d'arbitres africains. Merci beaucoup. Merci bien et merci pour finir avant le 15 minutes. Après toute cette brillante et riche intervention, j'invite la salle à poser des questions. S'il vous plaît, soyez bref et précis. Monsieur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Badr Zerdoud, avocat à Nice. Je remercie la qualité de tous les intervenants de ce matin et cet après-midi. Alors, ma question, elle s'adresse principalement au professeur Harry Limana, mais je pense qu'elle peut s'adresser à tous les autres membres du panel. Vous avez eu l'occasion de faire une présentation au professeur Harry Limana sur la corrélation entre les droits de l'homme et l'arbitrage. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a fait l'objet de ma soutenance de thèse. Je m'étais intéressé sur la question de la protection de l'eau et dans quelle mesure les arbitres pouvaient apporter leur contribution. Je ne sais pas si... Oui, autant pour moi. Alors, fort de votre expertise, ma question est très simple. Je voulais savoir dans quelle mesure les derniers arbitrages État investisseurs prenaient en compte la problématique des droits de l'homme. Parce que si un certain nombre grandissant d'États sont de plus en plus récalcitrants à aller devant les centres d'arbitrage, c'est peut-être parce que dans le passé, les problématiques liées à la protection de la santé, de l'environnement ou des droits de l'homme en règle générale n'étaient pas suffisamment prises en compte, ou pire, n'étaient pas du tout prises en compte. Est-ce qu'on a une forme de revirement de jurisprudence, enfin de sentence arbitrale sur ces questions-là? Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Bonjour Alexandra Munoz. Ma question s'adresse plutôt à vous, Narcisse, concernant la CCJ. Alors vous avez dû aller vite parce qu'on était un peu pris par le temps, et donc j'aimerais que vous reveniez sur ce point, notamment sur le reproche qui est parfois formulé à propos
propos de la CCJA concernant la partie post-sentence, où certains considèrent que finalement la CCJA est un peu juge et partie des sujets qui peuvent se poser concernant les sentences qui sont rendues et quelles sont finalement les mesures qui ont été prises ou pas dans le cadre de la réforme récente. Un ici et l'autre là-bas. Merci. Audrey Mézol, étudiant à Paris 1. Ma question se pose premièrement à Monsieur Narcisse Aka. Et vous avez parlé de l'extension de l'arbitrage de l'OHADA au domaine des investissements depuis 2017. Et à ce jour, que je sache, il n'y a que la Côte d'Ivoire, en tant que membre de l'OHADA, qui a révisé un peu sa législation pour prendre en compte, au fait, cette révision. Et qu'en est-il des autres pays? Et qu'est-ce que la CCJ a fait pour motiver, au fait, les autres pays de recourir à l'arbitrage CCJA? Et c'était la première question. Et la deuxième question se pose à Monsieur Ben Hamida. C'est par rapport à ce que vous avez dit dans votre intervention sur la création d'un système bilatéral où vous avez plaidé pour l'ouverture des obligations dans les chefs des États et dans les chefs aussi des investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce que le contrat d'investissement en soi ne peut pas contenir de clauses comment pourrais-je dire ça? Les clauses de consentement à l'arbitrage directement dans les relations ou dans les affaires entre l'État et l'investisseur, au lieu que l'État reste tout simplement partie défenderesse dans l'arbitrage. Est-ce qu'on ne peut pas insérer dans les contrats d'arbitrage des clauses pour permettre aussi aux États de saisir en premier les instances arbitrales en cas de différend? Merci. Est-ce que vous pouvez préciser votre question pour Monsieur Aka une autre fois? Oui. Alors, pour Monsieur Aka, j'ai dit que depuis 2017, l'arbitrage des OHADA est ouvert aux investissements. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, que je sache, qui a révisé. Pardon? Vous dites que la Côte d'Ivoire, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a revu quoi? Vous parlez de quel test ivoirien? Pour être plus précis. Le code des investissements. Ah, d'accord. Okay. Le code des investissements. Excusez-moi, j'allais préciser. Oui. Le code des investissements. Les autres États africains ont encore dans leur législation des codes des investissements qui renvoient directement, pour la plupart d'ailleurs, à l'arbitrage CIRDI. Et